Anter10 me dit, est-ce que tu joues au paris sportif, casino ou peut-être à Sorare? Je ne sais même pas ce que c'est, Sorare. Là où je vois que tu commences à vraiment être un vieux con. Paris sportif, jamais. Je vous réserve la quintessence de mes pronos légendaires sur cette chaîne. Au casino, jamais. Pourtant, des casinos, il y en a 2 à la Baule, hein, à Pornichet et un à la Baule. J'aime pas. J'aime pas l'ambiance des casinos. J'aime pas l'image que ça renvoie de moi d'être à une table de... Pourtant, j'adore jouer au poker, mais j'aime les parties privées, j'aime les tournois. J'ai vu qu'il y avait des tournois réguliers à Pornic. Je vais peut-être un jour aller me faire un petit tournoi de poker à Pornic. Mais sinon, non, les casinos, c'est pas du tout mon truc, parce que je suis pas joueur. Si je joue 100 balles et que je les perds, ça m'emmerde. Et si je gagne 500 balles, je m'en fous. Vous voyez, c'est le rapport à l'argent est pas bon, quoi. Goulamok Malouin me dit, une victoire rennaise face à Bordeaux, mais quel ennui, même face à une N2, Rennes ne rassure pas. Si tu avais les manettes du club, qu'est-ce que tu ferais pour redresser la barre? Bah, je changerais tout. Je changerais tout. Je virerais Massara, qui a fait un recrutement pathétique. Je recruterais un entraîneur qui me paraît être à même de construire le club sur plusieurs saisons, avec un vrai projet et certainement plus de joueurs français, parce que je pense que le Stade Rennais a tout à fait le profil type du club de très bon niveau qui est capable d'intéresser des très bons joueurs français. Je m'appuierai sur la formation du club qui est excellente et dont on voit pas toujours les fruits en équipe première. Voilà, mais je pense qu'il faut tout changer. Il y a beaucoup trop de joueurs qui ont été recrutés cette saison qui n'ont rien à faire dans ce club et qui n'ont absolument pas le niveau. Après, faire ça, il faudrait que la famille Pinault me laisse tranquille, ce qui est évidemment pas gravé dans le marbre. Le Chacal Doré me dit, la semaine dernière, tu nous as parlé de ton monteur vidéo. Peux-tu nous en dire un peu plus sur lui? Comment tu l'as connu? Quel est son métier? Alors, c'est pas vraiment monteur vidéo, hein, c'est mon jeune fidèle padawan depuis la Coupe du Monde en Allemagne 2006. Ça fait donc 19 ans qu'on travaille ensemble. Il habite dans la banlieue rouennaise. En fait, lorsque j'avais signé pour faire la Coupe du Monde en Allemagne en 2006 pour Yahoo, il avait été embauché pour Yahoo justement pour me filmer et tout ça. Et puis bah, on a continué ensemble chez Yahoo, puis après dans les différents supports que j'ai eu pour faire mes textes et mes vidéos. C'est lui qui faisait mes textes le soir après les matchs pour des raisons évidentes de vitesse, parce que si je dois attendre la fin des matchs, et ça dépend aussi de où je suis, par exemple lorsque j'étais au CFC, il est évident que s'il fallait que je rentre chez moi, j'avais 40 minutes de route, que j'ouvre mon ordi, que je tape mon texte, le texte il arrivait à 2 h du matin, alors que là, hop, dans la voiture, retour, j'appelais, je lui dictais sans lui dicter, parce que au niveau écrit, alors c'est vrai que ça vous échappe aujourd'hui, puisque je fais plus d'écrit, mais il avait vraiment chopé mon style et mon phrasé. Et puis quand on a eu la plateforme pendant 1 an de Pirole Foot, c'est lui qui m'accompagnait sur mes déplacements. Il faut savoir que il a la phobie, c'est-à-dire qu'il a été à Montpellier en train, ce fou, hein, parce que c'est le Denis Bergkamp de l'avion. Voilà, on se connaît depuis très très longtemps. Il y a un vrai climat de confiance entre nous. Et puis voilà. Et je lui fais une grosse bise et je lui souhaite un bon Noël. Walid Werrani me dit, toi qui as eu la chance de connaître les grandes époques de football à travers l'Europe, quel est le style de football que tu as préféré? Le kick and rush anglaise, le jeu de possession espagnol, le football offensif allemand ou la tactique italienne? Je vais te faire une réponse un peu de normand. Je dirais que ça dépend des périodes. Il est évident que, à mes débuts, le championnat italien était le meilleur championnat du monde, avec Platini, Ronaldo, Batistuta, Djorkaeff et compagnie. Et puis derrière, le championnat anglais a pris toute sa domination, même si effectivement au niveau européen, les clubs espagnols ont trusté, et surtout le Real, ont trusté énormément de titres. Mes goûts fluctuent.
Moi, j'aime quand le travail est bien fait. Alors, le kick and rush anglais, ça reste du kick and rush, même quand c'est bien fait, c'est quand même assez chiant. Mais le football italien, avec sa tactique hyper élaborée, mais des grandes stars, c'était formidable. Le football de possession de Guardiola, c'était magnifique. Et le football offensif allemand, c'est toujours très sympa à regarder. Mathieu WQU me dit quel est le stade en France et en Europe dans lequel vous n'avez absolument pas apprécié. Ambiance, place, service proposé et pourquoi. J'ai un très mauvais souvenir au Havre lorsque j'étais dirigeant à Reims, mais c'était pas encore dans le nouveau, c'était encore à Deschazos, c'était pas encore dans le nouveau stade et j'avais vraiment été accueilli, alors que j'étais dirigeant du stade de Reims, j'ai vraiment été accueilli comme une merde. Mais bon, à part ça, pareil à Furiani en tant que journaliste et dirigeant. C'est vrai que j'ai pas des souvenirs ébouriffants à Furiani. J'ai toujours dit que je remettrai jamais les pieds. De toute façon, maintenant, aujourd'hui, il est évident que je remettrai jamais les pieds. Donc, sinon, en Europe, pendant l'Euro 2000, les stadiers aux Pays-Bas étaient quand même très cons. En Angleterre, tu peux aussi tomber sur des mecs au stade bien bornés. C'est très cadré, la presse est très méprisée d'ailleurs en plus, je dirais, la presse en Angleterre. Donc voilà. Alex Penon me dit le vote de Deschamps pour le trophée The Best a fuité et ce dernier n'a pas placé Mbappé à la première place. Si on connaît son avis sur les trophées individuels, que penses-tu de ce vote en termes de management vis-à-vis de son capitaine? Surtout connaissant l'omniprésence du clan Mbappé, penses-tu que ce choix peut tendre les relations entre les deux hommes? Je vois pas bien ce que tu veux dire en l'omniprésence du clan Mbappé. Je vois pas en quoi le clan Mbappé est omniprésent à la tête de l'équipe de France. Ou alors c'est vraiment prendre Deschamps pour le pantin qu'il n'est pas. Après, voilà, effectivement, depuis sur la moitié de la saison, même si en termes de buts, la saison de Mbappé est excellente, au niveau de l'impression laissée sur le terrain, je peux comprendre que tu puisses préférer la prestation beaucoup plus régulière de Saliba avec Arsenal. J'ose espérer que les acteurs du jeu ne donnent pas à ces votes à la con la même importance que le grand public donne, puisque j'ai vu qu'à chaque fois qu'il y avait un mec qui n'avait pas voté pour Mbappé, ça faisait un titre. Voilà. Je veux dire, à l'arrivée, Mbappé, il a quand même gagné, ce qui veut dire qu'il a quand même recueilli plus de voix que le deuxième. Donc à un moment donné, c'est quand même ça qui compte. Hein. Pierrick Liep me dit, question casse-gueule, on parle de plus en plus de la sonorisation des arbitres. Crois-tu réellement que cela a pour but d'améliorer la qualité de leurs prestations ou cela sert-il simplement à contrôler le message transmis aux joueurs et éviter que les arbitres n'enveniment les joueurs? J'ai envie de dire, déjà, si ça sert à ça, c'est bien. Effectivement, si ça peut permettre à certains arbitres de ne pas parler aux joueurs et aux entraîneurs comme à des merdes, ou qu'en tout cas tout le monde l'entende, ça me paraît quelque chose d'effectivement très important. Je pense que ce serait une très bonne chose, même au niveau journalistique, pour les joueurs, que ça permettra aux arbitres ça les obligera à être plus pédagogues, à plus expliquer leurs décisions et pas être dans leur tour d'ivoire du genre c'est moi l'arbitre, c'est moi qui décide. Joly Domar me fait pourquoi l'affaire Mbappé PSG n'est pas jugée tout de suite au tribunal des prud'hommes? Parce que c'est une affaire comme une autre. La seule chose qui change, c'est la quantité d'argent réclamé, mais voilà, il n'y a aucune raison qu'il y ait un dispositif d'accélération au niveau des prud'hommes pour cette affaire. Ce sera jugé en temps utile. De toute façon, ni Mbappé ni le PSG ne courent après ce pognon. Les deux en font une question de principe. Donc effectivement, à partir du moment où personne n'est pressé, je ne vois pas en quoi ce serait aussi important que ça soit jugé maintenant. Hervé Voram me dit, est-ce que le manque de neutralité des journalistes ou consultants ne t'agace pas? Énormément de pro-parisiens à mon goût. Tu sais, les quelques matchs que j'ai commentés, on me reprochait parfois d'être trop pour, je me rappelle d'un Lille-Montpellier, on me disait voilà, t'es trop pour Lille, un Strasbourg-Bordeaux, on me disait t'es trop pour Strasbourg. Puis après j'écoutais et puis je me souvenais des matchs et je me disais que ce soit Lille contre Montpellier ou Strasbourg contre Bordeaux, ils avaient mangé leurs adversaires de la tête aux pieds du début à la fin du match.
Donc il est évident que quand tu as une équipe qui fait un super match, qui donne du plaisir, qui crée des actions, et une équipe en face qui ne fait que subir, il est évident que ton commentaire du coup devient plus favorable à l'équipe qui te donne du plaisir et qui fait le résultat. Parfois, par exemple, les commentaires de DAZN, je les trouve très pro-marseillais. Effectivement, il y a eu des commentaires, mais bon, quand Stéphane Guy commentait le PSG, on pouvait aussi dire qu'il était très anti-PSG. Moi, on a longtemps dit que j'étais pro-PSG. Maintenant que cette année, on me dit que je suis anti-PSG. Voilà, c'est aussi une question d'appréciation des uns et des autres. Et puis, il y a aussi un truc, c'est que je pense que de toute façon, quel que soit celui qui commente, il se fait toujours critiquer et allumer, sauf évidemment lorsqu'il a le bon goût d'être mort, comme Thierry Roland ou Thierry Gilardi, qui d'un seul coup ont été canonisés et tout le monde trouve ça formidable, alors qu'à l'époque, effectivement, on disait que Thierry Roland était le plus gros des beaufs et Thierry Gilardi aussi était souvent critiqué. Voilà, mes petits amis, c'est fini. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous souhaite un très joyeux Noël, un très bon réveillon dès demain. Soyez gâtés et gâtez ceux qui vous aiment et que vous aimez le 25. Portez-vous bien. Jeudi ou vendredi, je vous ferai mon équipe type des matchs allés. Équipe type que je vous annonce déjà avec beaucoup de surprises. Parce que j'ai trouvé que c'était... Comme j'ai pu le dire dans une question, il y a eu beaucoup d'équipes qui ont eu des hauts et des bas. Et finalement, ça se retranscrit aussi dans l'équipe type de cette première partie de saison, où il faut tenir compte des hauts et des bas de tout un chacun. Donc j'espère avoir fait quelque chose d'équilibré. Vous me direz ce que vous en pensez jeudi ou vendredi. Voilà. Le pouce, la cloche, on s'abonne. Passez une bonne journée. Bye bye.